beaucoup, professeur Moutli. Je crois que votre communication est très encourageante dans la mesure où elle nous montre toutes les possibilités effectives qu'on peut faire dans le sud saharien, donc culture foragère, culture industrielle. Et ça, c'est un point important pour que les gens pensent qu'il faut absolument investir dans ces cultures et pouvoir justement trouver des partenaires pour développer ces régions. Votre communication a suscité beaucoup d'intérêt. Il y a pas mal de questions qui se sont posées au fur et à mesure que vous faisiez votre communication. Donc, on va les revoir tout à l'heure. Vous avez un onglet en bas qui c'est questions et réponses. Et généralement, vous pouvez lire toutes les questions qui peuvent être attachées à votre communication. Je parle ça pour tous les communicants. Maintenant, il faudrait, oui, pour les panélistes, effectivement, Shiraz me corrige, pour les panélistes, effectivement, vous pouvez répondre et puis cliquer sur cet onglet. On va passer bien sûr à l'intervention suivante. Bon, Monsieur Kemassi est parti, donc on n'a pas pu le rejoindre. Et donc l'intervention de Monsieur maintenant, Mohamed Kamal Ben Salah, qui est chercheur et responsable des relations extérieures au Centre de recherche scientifique et technique de la région aride, c'est CRS-CRA de Biskra, qui est là parmi nous. Et c'est à vous, Monsieur Kamal Ben Salah. Merci, Monsieur Bensaman. À mon tour également, je remercie tous les intervenants pour la qualité donc, des interventions et des richesses des informations. Et le plus important, c'est que la question des fermes pilotes a été bien évoquée par Monsieur McLeish, où il a très bien présenté donc, un cas réel de deux fermes pilotes étatiques et privées. Et l'étatique a avoué à l'échec, mais le privé a réussi quand même à investir dans des conditions similaires. Le gazitoïde, donc, c'est en connaissance de cause, c'est des sols sablonneux, c'est des sols squelettiques, c'est un support. Donc, on doit intervenir à chaque moment d'apporter les engrais, d'apporter de l'eau, et on n'a jamais mesuré l'impact de cet apport parce que là, on peut assister à une salinisation primaire, salinisation secondaire, à des risques de contamination de la nappe phréatique par l'utilisation abusive des engrais, surtout l'ammonitrate. Et là, tout cela a conduit à l'échec. Il y a plusieurs exemples de fermes pilotes qui ont avoué à l'échec. Cela est par la mauvaise gestion, surtout administrative et technique. Là, avant l'installation de ces fermes pilotes, on doit au moins établir une étude de faisabilité et des études pédoclimatiques, des études socio-économiques, là, pour pouvoir prendre une décision à l'installation de telle ou telle ferme pilote. Là, je parle spécialement aussi des spécialisations des régions. Là, je prends le cas de Gassituil. Gassituil, ce n'est pas une zone céréalière, mais beaucoup plus, c'est une zone désertique saharienne. Et là, les céréales, c'est les eaux plateaux. On doit saturer quand même donc les zones céréalières. Et le surplus, on peut utiliser, si je prends le cas du Biskra, on produit des céréales, on produit de la pomme de terre, mais à comparer avec les eaux plateaux, ce n'est pas la même chose. Par exemple, le cas de on gère ces fermes pilotes avec une équipe multidisciplinaire, avec plusieurs spécialités, plusieurs disciplines. On se retrouve avec au moins une gestion rationnelle, avec des références algériennes, spécialisées sur telle ou telle culture. Il faut respecter les itinéraires techniques, les bonnes pratiques agricoles. Et là, on doit réussir ces fermes. Pour moi, donc, j'encourage beaucoup les coopératives agricoles à être créées parce que là, pour éviter tous les problèmes de gestion, les problèmes, parce que c'est une intégration
horizontale. Ils peuvent avoir donc le produit, le sous-produit, l'achat des intrants, des extrants. Et là, on n'aura pas, par exemple, ça a été très bien présenté par M. Meklish, qu'il y a un certain moment, on a interdit l'utilisation de la monnaie traite. Ça a été avoué à la chute du rendement d'une manière catastrophique. Ça, c'est parmi les causes qui avouent à l'échec de ces genres de gestion. Si on encourage donc, la création de coopératives agricoles spécialisées et développer donc les chaînes de valeur par spéculation et par région, là, on sort de cette polémique de ferme pilote. Mais pour beaucoup plus les fermes pilotes, moi, personnellement, je les vois comme ces sites de démonstration qui doivent être liés aux instituts techniques de développement, à la recherche, que ce soit l'INRA, la recherche scientifique. Et là, il faut intégrer la recherche, que ce soit les universités, les centres de recherche, à mettre en diapason toutes ces spéculations avec des référentiels scientifiques valables pour réussir au maximum toutes ces spéculations et développer surtout les chaînes de valeur. Je parle de chaînes de valeur parce que chaque région a son potentiel de chaîne de valeur qu'on peut le développer dans le cadre de coopératives agricoles que les fermes pilotes qui sont parties donc tout à l'échec, sans réussite, avec des sommes d'argent colossales sans retour d'investissement. Et là, ça a été très bien présenté par M. Meklish, un exemple concret réel qui montre les deux, un privé avec l'intégration de la technologie et la ferme. Je voudrais juste apporter une information que le Brom, effectivement, le Brom, c'est une culture qui n'était pas auparavant au sud. Tellement elle est classée comme organisme de quarantaine. Et ça, c'est alarmant parce que si elle se déclare, donc on doit mettre en quarantaine toute une région. Et là, c'est les chiffres de rendement d'une manière extraordinaire. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention parce qu'on peut introduire des plantes invasives qui va rendre vraiment impossible la des terres, surtout dans les zones sahariennes. Et là, il faut intégrer surtout donc la recherche scientifique pour mettre et donner des réponses pratiques et réelles à la réussite de ces cultures. Merci à vous, j'ai terminé. Merci beaucoup. Ben, écoutez, merci M. Ben Salah pour ces précisions. Et bon, je pense que maintenant, on doit effectivement arriver presque à la fin de notre webinaire, mais nous avons encore une communication de M. Brahim Zitouni. Mais je voudrais passer la parole à M. Nourdin Bakalem, qui est là avec M. Hadjani, juste 2 minutes concernant. Voilà. Monsieur Bakalem, vous m'avez sollicité pour intervenir. Je vous laisse 2 minutes avant de passer la parole à Monsieur Brahim Zitouni. Oui, merci Monsieur Lisseman. Bonjour à tous. Je voulais, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est la stratégie de relance de l'agriculture saharienne et ce qu'on peut faire au niveau du Sud. Moi, je voudrais insister sur d'abord le problème puisqu'on a parlé des semences, et on a vu les catastrophes engendrées par les semences, notamment importées, puisque l'histoire du Brom, c'est quelque chose de terrible qui s'est abattu sur beaucoup de terres dans le Sud. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse mettre en place très rapidement, par différents moyens, des fermes de production de semences pour tous les produits que nous devons produire dans le Sud, notamment pour tout ce qui concerne la luzerne, le blé et différentes autres productions. Et en même temps, on pourrait spécialiser ces fermes de production de semences
dans les variétés qui sont utiles pour l'Algérie, notamment pour les problèmes de salinité qui ont été signalés par M. Mklich, et également pour tout ce qui concerne les cycles, parce qu'il serait intéressant, compte tenu de problèmes de l'eau, par exemple, de choisir des cycles courts. Monsieur Mklich est bien au courant qu'au niveau de la culture de blé, on peut privilégier des cycles courts qui sont, eux, plus intéressants, notamment pour pouvoir économiser un maximum d'eau. Deuxièmement, je voudrais aussi, toujours dans ce cadre-là, parler de l'identification de tout ce qui concerne les cultures d'exportation, puisque le Sahara, nous avons la chance dans le sud, c'est de pouvoir produire des variétés de fruits et légumes pour l'exportation. Donc là aussi, il serait intéressant de faire un travail très important là-dessus. Également, je voudrais venir dans le sens de ce qu'il faut faire, c'est entre autres, c'est le développement des coopératives ou des groupements, parce que je pense que l'agriculture saharienne a besoin de moyens très importants, des moyens matériels, des moyens scientifiques qui doivent être mobilisés. Ils ne pourront pas être mobilisés par les agriculteurs individuellement. Ça ne peut être que le fruit comment on appelle ça, des coopératives ou des groupements. Voilà, très brièvement, pour laisser la parole à d'autres. Merci. Merci. Ok, merci, M. Bakhalem. Je vous informe que M. Bakhalem est membre de la Fondation Filaha, c'est un agriculteur et c'est un cadre du ministère de l'Industrie qui a des projets dans le sud et beaucoup importants dans l'agriculture saharienne. Je passe maintenant la parole au dernier communicant avant de passer aux questions-réponses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bousculent des questions et je pense que ça sera intéressant de leur répondre. Alors, M. Brahim Zitouni, qui est un industriel, qui est directeur général de Nakhil El Jazair Company, va nous présenter son intervention concernant l'organisation de l'agriculture dans le Sahara. C'est à vous, monsieur. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit plus. Oui, alors on va essayer de régler le problème. Vous avez désactivé votre caméra. Elle s'est désactivée toute seule, donc je vais avancer. D'accord, il y a un problème? Industriel. Allô? Allô? Ah, vous avez un problème technique. Juste au moment où vous allez prendre la parole. Vous étiez présent pratiquement dans toutes les séances. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais pas très bien. Bon. Est-ce que vous m'entendez là mieux? Est-ce que vous m'entendez ici là? Oui, là ça va. Moi, je vous entends. Je ne sais pas si les autres vous entendent. C'est bon? Vous entendez? Oui. Allez-y, monsieur Zitouni. Bien. L'idée, c'est... c'est un problème technique. On n'entend pas du tout. Bon, la bande passante de M. Zitouni est très faible. Oui, je suis d'accord. La bande passante de M. Zitouni est très faible. Ouais. Problème technique. Bon. Alors, voulez-vous supprimer non. Bon, écoutez, on va, si vous voulez intervenir dès que vous aurez... Ah, voilà, on vous voit là, c'est bien. Mais... Est-ce que vous m'entendez là maintenant?
Alors, je vous entends, là. C'est bon. Allez-y. Bien. Alors, je dis c'était l'acronyme d'Organisation de l'agriculture dans le Sahara par intégration et substitution. Un peu plus fort. C'est un agroénergétique qui Tu l'entends? Hein? Tu l'entends? Vous nous entendez, monsieur par la transformation des Téléphonie? Allez-y, parlez. par la Voilà. Peut-être enlever le casque, peut-être. C'est le casque qui vous prend toute. Ah, il y a un problème avec le casque, oui. Si Est-ce que vous m'entendez mettez les haut-parleurs. Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, je vous entends, oui. Bon, alors, je reprends finalement. Je Voilà. disais donc qu'OASI, c'était l'organisation de l'agriculture dans le Sahara par intégration et substitution. Oui. C'est un modèle agroénergétique qui vise à atteler le secteur agricole oasien au secteur énergétique par la transformation des dattes en bioéthanol à usage de carburant. Le modèle d'inspiration, c'est le modèle d'ignation sur la canne à sucre. Et lorsque l'on fait les calculs de taux de sucre à l'hectare que peuvent amener soit la betterave sucrière, soit la canne à sucre, et si on le compare aux dattes, au palmier dattier, on voit tout de suite que le palmier dattier, par hectare, produit autant de sucre, sinon plus de sucre, que les deux autres grandes cultures. Sauf que son positionnement dans l'économie et son positionnement intersectoriel n'est pas le bon. Nous avons un positionnement qui est dirigé vers le secteur agricole uniquement, alors qu'il faudrait l'atteler au secteur énergétique, qui est la véritable locomotive du pays. Et nous pouvons obtenir de cette façon des avantages extrêmement importants. D'abord, le palmier dattier n'est pas un arbre, c'est une herbe, ce qui veut dire qu'en réalité, on peut non seulement transformer des dattes en éthanol, mais qu'on peut voir aussi le palmier dattier comme une immense plante fourragère. Et là, on pourrait effectivement concevoir un aliment de bétail à base du stipe du palmier dattier. Enfin, quand je dis on pourrait, je l'ai fait. Hein. Donc, c'est pas on pourrait, on peut. L'idée, c'est de profiter de la croissance du secteur, tirer le système oasien hors de ces sentiers traditionnels de petite exploitation. On irait vers des grandes exploitations de plusieurs milliers d'hectares, mais dont des périmètres de 40 à 50 hectares seraient alloués aux paysans oasiens, au fellah. L'idée, c'est celle-là. Bien entendu, les transformations des dattes et les transformations en fait de l'ensemble du système oasien, y compris des palmiers dattiers, nous permettraient de répondre à un tas de secteurs en Algérie, celui du papier, carton, emballage, celui du bois de construction, du bois d'ameublement, des menuiseries, bâtiments, celui de la pharmacie avec de l'éthanol, des sucres spécialisés comme le fructose, le glucose, le sorbitol ou le mannitol. Bien entendu, l'agroalimentaire, puisque avec les coplantations, on pourrait effectivement, en s'inspirant du système oasien, mais dans une approche raisonnée et faisant des sols un capital et non plus un seul facteur de production, nous pourrions effectivement démultiplier nos agro-industries entre les palmiers dattiers, poser les fondements d'une chimie verte, parce que la transformation des dattes en bioéthanol dans un premier temps et des biomasses en bioéthanol dans un second temps, cette transformation des biomasses en bioéthanol ouvrirait la voie et fonderait les bases d'une chimie verte par oxygénation, par déhydrogénation ou par oxydation de l'éthanol. On s'ouvre les voies de la chimie verte. C'est là une perspective de mon point de vue stratégique. Enfin, on pourrait également parler d'externalités positives autres. J'entendais tout à l'heure le débat sur les cultures fourragères. Prenons un centre de propagation in vitro dattier. Si on donne et qu'on lui prend un grand palmier
qui n'est plus très productif, nous pourrions transformer le petit plant qui vaut quelques dollars contre un palmier dattier qui, lui, pourrait être transformé en fourrage. Et si on part sur la base de 100 millions de plants, c'est-à-dire 100 millions de palmiers dattiers à développer dans les zones sahariennes, à ce moment-là, vous voyez que 5% de ce potentiel, ça nous fait 5 millions d'arbres. 5 millions d'arbres, ça nous fait 5 millions de tonnes d'aliments de bétail. Ce n'est pas forcément dans le fait que nos incapacités ou notre impasse ou nos impasses dans l'alimentation de bétail est peut-être due aussi à une façon de voir le fourrage pour animal qui n'est pas suffisamment ouverte, en considérant le palmier dattier comme une fourrage, au même titre que les autres plantes fourragères. Eh bien, nous pouvons peut-être ouvrir de nouvelles perspectives pour l'alimentation de bétail dans le pays. Enfin, je voudrais terminer cette rapide intervention en insistant sur le fait que de telles perspectives stratégiques telles que je viens de les tracer rapidement doivent tenir compte de deux facteurs. D'abord, la fragilité des sols dans les systèmes semi-désertiques de façon générale. Donc, il y a des chemins critiques à bien réfléchir en ce qui concerne le développement d'un tel projet. Puis, le second facteur, et c'est de mon point de vue le plus important, c'est celui des populations oasiennes. Nous avons aujourd'hui une désertification, une déshumanisation des oasis, et il faut réfléchir en direction de ces populations parce qu'il n'y a pas d'agriculture saharienne sans hommes. L'humain est à la base de toute chose, et s'il n'y a pas des programmes spécifiques d'augmentation des revenus paysans tout en développant ce type d'industrie, alors il n'y aura pas d'agriculture oasienne parce que l'agriculture oasienne traditionnelle telle qu'elle est dans une impasse qui sont dues à différents facteurs dont la mondialisation n'est pas la moindre. Il y a à réfléchir le système oasien de manière moderne en s'appuyant sur les biotechnologies et en ouvrant des perspectives nouvelles avec d'autres secteurs industriels comme le secteur énergétique, je l'ai dit, mais aussi en réfléchissant le système oasien comme un rouage essentiel de l'intersectorialité entre différents secteurs industriels ou filières, tout simplement, en substituant à nos importations des productions locales réalisées à partir des systèmes oasiens. Je vous remercie. Oui, M. Vallavezetouni, vous avez terminé? Oui, tout à fait. Ah, très bien. Bah, écoutez, merci de votre intervention. Maintenant, nous allons passer. Si vous avez parmi déjà les panélistes et les gens qui sont là, des questions à poser entre les différents intervenants, c'est l'occasion de le faire avant de passer aux questions-réponses. Parce que bon, les questions-réponses, vous les voyez? Est-ce que vous les voyez dans votre… Amin. Oui. Si tu permets, on avait réservé les 5 dernières minutes là pour discuter un petit peu de l'organisation ou bien du système d'investissement qu'il y a lieu de proposer, pour ainsi dire, aux secteurs dans ces régions du Sud pour pouvoir clore en quelque sorte notre mémorandum parce qu'il restait cette question en débat. Il est évident que si j'avais à dire quelque chose en ce qui concerne l'organisation de l'investissement, vous avez remarqué que le ministère va mettre en place un office de développement des cultures sahariennes et en même temps tout ce qui a été préconisé en quelque sorte dans les deux lois, dans la loi d'orientation
au même titre que la PFA. Il est évident que si nous avons à revenir un petit peu en arrière pour voir, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Baïs, dans un retour d'expérience, c'est que, bien entendu, il faudrait se poser la question comment se présente la situation actuelle, la situation socio-économique de ces trois grandes régions, sud-centre, centre-sud, je veux dire, sud-est et sud-ouest, pour pouvoir justement engranger en quelque sorte l'accompagnement de l'État aux futurs investisseurs et surtout aux populations locales, autochtones, comment doivent-elles se déployer pour s'organiser et obtenir en quelque sorte, selon les capacités des uns et des autres, les possibilités d'entretenir une exploitation selon un système ou un autre. Et il est évident, comme l'a souligné M. Baïs et plusieurs intervenants, à partir des fermes pilotes qui ont été engagées à Gassituil à partir des années 80, il y a déjà une première expérience en la matière, surtout en matière de céréaliculture. D'après la projection, évidemment, de celle de M. McLeish, du professeur McLeish, nous avons retenu deux choses. C'est que cette expérience de Gassituil et d'autres encore à l'ouest, comme Adra, il est évident que ces expériences laissent penser, évidemment, que nous entretenons un retard et une sorte de passivité en matière de réorganisation et de restructuration des zones de culture. M. Baïs a parlé de déficit en formation professionnelle et surtout pas de ferme semencière, pas de coopérative ni de service d'épargne et de crédit. Et tout cela, évidemment, c'est les contours essentiels, je dis bien, pour la relance de ces activités dans le Sud, de cette activité première, dans n'importe quelle culture, bien sûr, parmi les cultures essentielles qui ont été retenues. Sur le plan là, évidemment, il faut distinguer sur ce plan-là les territoires de culture et comment les organiser de sorte que les expériences du passé, que ce soit post-indépendance subitement, et comme nous l'avons signalé depuis sur les études qui ont été faites en 1966, en 1982, etc., à quoi nous avons abouti. C'est-à-dire, nous sommes arrivés évidemment à une restructuration du secteur par une pléthore, je dis bien une pléthore d'institutions, et M. Bessaoud a mis le doigt là-dessus, évidemment en matière de recherche, en matière de support justement de cette agriculture saharienne, et que ce soit dans le système oasien qui a été délaissé, ou bien dans le gâchis qui a été fait, qui a été recensé sur ces exploitations, sur des exploitations de culture intensive. Comment procéder pour ramasser l'ensemble de ces structures, les canaliser, les rendre cohérentes les unes des autres, pour pouvoir entreprendre tout autour un tissu industriel qui viendrait renforcer, non seulement sur le plan de la main-d'œuvre, mais aussi sur le plan des techniques récentes et développer chaque périmètre agricole. Là, évidemment, les ressources en ont, et aujourd'hui, il m'a été signalé par le cabinet que se tient en webinaire ou bien en Zoom une discussion entre les ressources hydriques et l'agriculture, une discussion
sur le plan de la rationalisation de l'eau entre les deux ministères. Alors, sur le plan de cette question de répartition territoriale des cultures, là, une question pertinente a été posée par M. Damardi en direct, que j'ai reçu par téléphone et qui est posée aussi bien à M. Bessaoud qu'à M. Meklish. C'est, premièrement, pour M. Bessaoud, quelle serait la stratégie de l'eau et l'aménagement du territoire, et quelle serait pour M. Meklish, en termes de formation, si la pédologie est intégrée dans les programmes de formation au même titre que les travaux pratiques sur le terrain. Donc, si je comprends bien, dans l'ensemble de cette stratégie de relance de développement, il y a sur le plan culturel, d'abord, à regarder sur le plan sociologique la question avec les autochtones, la question avec les investisseurs, et réunir en quelque sorte pour ces trois départements du Sud, hein, d'une manière cohérente et harmonieuse, quelles seraient les structures adaptées, je dis bien professionnellement, pour ramasser de la production jusqu'au service, jusqu'à la transformation, la compatibilité entre secteur privé et secteur public, les moyens à réunir pour relancer cette agriculture. Je ne vais pas revenir en arrière pour dire que la restructuration industrielle qui a touché aussi le secteur agriculture a mis à plat même la formation, je dis bien même la formation qui était prodiguée par le secteur pour parvenir aujourd'hui à un ramassis, si vous voulez, d'agriculteurs que nous devons reformer et recycler. Alors, dans ce mode d'investissement, que doit-on voir? Tout d'abord, une organisation que doit projeter cet office et les instituts ou l'agence de développement agricole dans le Sud, de façon à ce qu'il y ait une véritable stratégie de développement durable. Ce qui fait que, jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression qu'un plan d'organisation convenable et cohérent puisse avoir été mis au point, et nous l'avons posé oralement d'ailleurs au ministère pour leur demander que dans un cahier de charge global devaient être inscrites les perspectives réelles que nous devons engager territoire par territoire. Ceci en fonction des données existantes, c'est-à-dire des agriculteurs qui existent, et dans leur projection et dans le prolongement, comment formuler en quelque sorte des initiatives, que ce soit du côté du secteur privé ou du côté du secteur public, pour que le travail soit entamé. Il n'y a pas eu de réflexion au préalable dans le secteur en ce qui concerne justement tout le ramassage des données réelles. Aujourd'hui, on nous indique que l'ASA peut contribuer, et j'ai l'impression aussi qu'en matière de stratégie d'aménagement du territoire, ça n'a pas été encore fait pour déterminer les ressources, la nature du sol et en même temps ce qui doit être fait comme culture pour pouvoir engager évidemment cette relance de l'agriculture saharienne, et je vous remercie. Ok, merci Hadjani. Alors on reçoit bien sûr des réactions ici par message. D'abord, félicitations à M. Ibrahim Zitouni, pardon. Félicitations à Ibrahim Zitouni, c'est un modèle de développement qui mérite d'être présenté dans toute sa plénitude, et j'invite Omar Bessaoud et M. Benchetouf à s'y intéresser. Et ça vient de la part du docteur Rachid Ben Issa, ancien ministre de l'Agriculture, qui est membre fondateur de la Fondation Filaha,
Et donc, on aimerait bien peut-être entendre M. Bessaoud, M. Bouchentouf, concernant le projet que M. Brahim Zitouni a présenté et qui me semble vraiment être dans les corps de l'évolution et du travail qui a été fait dans le domaine des investissements dans le Sud. Oui. Oui, M. Bessaoud. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Je ne sais pas pourquoi ça me concerne, je veux dire, de m'intéresser au modèle, je veux dire, présenté par notre ami Ibrahim Zitouni. Ceci dit, dans l'ouvrage qui va sortir, il y a tout un papier, justement, qui montre ces perspectives qui sont ouvertes aussi par l'agriculture oasienne, qui sortent des sentiers battus et qui permettraient vraisemblablement, enfin, vraiment, sur le plan technique, c'est jouable. C'est un ingénieur agronome qui a fait ce papier sur justement le développement de filières sucrières à partir et de dérivés, je veux dire, de produits comme bon, d'autres produits, la production de vinaigre et le produit enfin, de fourrage à partir du palmier dattier. Il y a dans cet ouvrage donc cette possibilité de diversifier, de développer aussi toute cette filière. Bien sûr, ça mérite réflexion. Mais il y a, et ça, c'est par rapport à la question je crois que c'est Demergy, je connais, si c'est bien le même, notre ancien collègue et ami de Dina. Bien sûr que la question de l'eau est une question stratégique, c'est même l'une des questions les plus importantes et c'est celle qui a fait débat lorsqu'on a réfléchi sur cette agriculture à grande échelle. Tout à l'heure, Baïs a un petit peu analysé, exposé les résultats des études concernant justement cette disponibilité en eau, la question justement de la durabilité, elle est vitale. Hein. Vous savez, l'OSS, c'est une organisation quand même qui est sérieuse, qui est une organisation régionale, de scientifiques, qui, depuis des années, plus d'une vingtaine d'années, même à l'aide d'outils satellitaires, suivent l'évolution de ces ressources profondes du continental intercalaire ou du complexe terminal. Et les perspectives sont sombres, c'est-à-dire que si on continue à exploiter, alors là, Baïs soulignait que c'était une étude de 2014 en fait, et qui a été publiée en 2015. Entre-temps, les forages se sont multipliés. On a dans les perspectives et les projections, en l'an 2050, entre 2050, enfin, je ne sais pas si c'est 2050 ou 2100, un risque de disparition de toute trace de vie dans le Sahara, si on continue au rythme d'exploitation de la ressource. Aujourd'hui, on est en déficit structurel, c'est-à-dire que les consommations ne compensent pas les renouvellements, et comme l'a souligné, il a rappelé cette étude qui est une étude, c'est une thèse en fait qui date d'il y a une dizaine d'années, qui montre qu'il y a un renouvellement à hauteur d'1 milliard de mètres cubes par an. Aujourd'hui, on est à 7-8 milliards de mètres cubes qui sont tirés, qui sont exploités. Voilà un peu, c'est vraiment le gros problème. Alors, moi, j'ai fait le plaidoyer, et je crois que c'est important parce qu'on a quand même 30 ans, 40 ans même je veux dire, depuis les années 80, on a cette expérience de mise en œuvre d'une agriculture nouvelle, puisque la première agriculture saharienne, c'est l'agriculture oasienne. Elle est je veux dire, elle a prouvé. Bon, elle est en crise. Elle est, certains disent, dans une impasse. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais comment aujourd'hui agir pour que cette première forme, historiquement parlant, d'agriculture saharienne, puisse être, je veux dire, conservée, consolidée, développée, parce qu'elle réunit toutes les conditions, et elle l'a montré dans l'histoire, justement de la durabilité, une gestion parcimonieuse de la ressource en eau. Reste aujourd'hui, et c'est possible,
certains l'ont montré, tout à l'heure M. Bouchentouf en a parlé, d'autres études le montrent, il est possible de faire de faire et de conjuguer ces formes historiques, cette forme historique, de la développer en mobilisant les moyens les plus modernes. La pollinisation mécanique, j'en sais rien, moi, des sélections, mais du point de vue du socle, c'est-à-dire le palmier dattier c'est la base fondamentale. Les cultures étagées pour la reproduction de la fertilité des sols, et même sur le plan économique, puisque vous avez, avec une même eau qui est utilisée pour le palmier, une irrigation qui est utile pour les arbres fruitiers, les productions végétales, y compris les productions. On a toujours un petit bétail avec du sorgho, du maïs sur les petites exploitations asiennes. Enfin, moi, je l'ai observé, je veux dire, j'ai observé il y a 30 ans, tout le temps, on avait une production fourragère, certes, à échelle familiale, mais aujourd'hui, on a les capacités, les possibilités avec une nouvelle technique d'exploitation des eaux, etc. Mais il faut, à mon avis, conserver le socle, c'est-à-dire le palmier dattier, les associations, production végétale, production animale, et puis regarder, parce que moi, enfin, je veux dire, c'est une observation pour le travail fait sur Gazitou, il y compris l'exploitation de M. Hadjad. Bah, écoutez, on n'a aucune donnée économique. Ça coûte combien pour produire un quintal de céréales dans le sud? Quel est le coût? Sans je veux dire, les soutiens de l'État, sans les bonifications, c'est une agriculture qui ne tient pas. Bien sûr qu'il faut l'envisager, les soutiens, il faut les envisager. Mais il faut voir comment répartir ces soutiens de façon à la fois équitable et puis que ça puisse assurer véritablement une efficacité, une durabilité des ressources et du même coup, quand on parle de ressources naturelles aussi, la pérennité des sociétés oasiennes. Voilà. Merci. J'ai été long là, hein. Excusez-moi. Ouais. Oui, moi, dans le prolongement de ce cas, c'est-à-dire décrit famille Omar, donc le palmier, là vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire dans les régions sahariennes, ou bien je vais dire le Sahara algérien, le Sahara, il y a un arbre qui est, c'est-à-dire, c'est lui, je vais dire, le pivot de l'agriculture, c'est le palmier dattier. C'est le pivot de l'agriculture saharienne. Et c'est un gisement important, comme l'a souligné M. Zitouni. J'ai essayé de travailler, j'ai fait pas mal de travaux. Ils sont dans le congélateur. Je vais essayer de les sortir, puisqu'il y a M. Zitouni, il est là, avec l'encouragement de notre ministre, M. Ben Issa, et c'est Omar, et bien sûr même avec d'autres. Et comment? Il est 17h. Il est 17h. Oui, non, moi je vais terminer vite. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et là, tu m'accordes 10 minutes? Je viens? Oui. Je suis avec toi. Donc la valorisation, elle est faisable, puisqu'elle est faite déjà à titre artisanal au niveau des oasis, chez des familles. J'ai visité ça, j'ai vu. Moi, j'ai lancé au niveau du projet. Au niveau du projet, j'ai testé un liquide que j'ai préparé tout seul la première fois. J'ai pris des fibres à la maison, je les ai chauffées à une température, etc. Je les ai laissées de côté, les fibres du palmier dattier. Et une autre quantité que j'ai, c'est de la recherche, hein, je fais de la recherche. Après, il y a l'action. Et après, des fibres où j'ai mis dans de l'eau pendant 3 mois, d'autres pendant 6 mois. Je suis parti à Oran, je me suis déplacé dans un laboratoire, on a fait des analyses et on a trouvé, donc pour l'azote, il y avait 12 mg de litre, par litre, 412 mg par litre d'azote, et le potassium, il y avait 174 mg. Et j'utilise depuis maintenant la 2e année
comme biofertilisant ce liquide qui est préparé au niveau de la microferme. Donc ça, c'est un premier déjà atout. Et il y a de très bons rendements. J'ai jamais utilisé, déjà je suis contre que si tu fais un agroécologique, pas de pesticides, pas c'est-à-dire de produits chimiques. Le deuxième aussi, avec le moringa que j'ai développé, il y a pas mal de questions sur le moringa tout à l'heure. Donc j'ai aussi testé, il y a d'autres agriculteurs qui l'ont fait. J'ai ramené des graines du Burkina Faso que j'ai plantées. Et après 4 semaines, donc vous avez déjà les feuilles. Donc, et ça favorise l'apport d'azote. Et donc, on peut faire aussi, c'est-à-dire des biopesticides surtout avec d'autres, avec le Nîmes, etc. Bon, le Nîmes, on ne l'a pas ici. Et c'est intéressant aussi pour les apports d'entretien efficaces pour les engrais foliaires. Là aussi, j'ai aussi testé sur les planches un liquide compost aussi. Théoriquement, c'était à 5 heures. Avec la paille, donc avec du fumier et avec comment on appelle ça, les déchets du palmier dattier. Et aussi, ça donnait de bons résultats. Et encore un autre biostimulant que j'ai utilisé, donc j'ai ramené aussi de France avec une société française donc, qui m'a soutenu pour faire des essais, c'est le Trilis et le Chrysalis. Donc c'est le biochar, c'est du carbone écologique qu'on utilise pour construire, pour fabriquer un sol qui est, je vais dire, stérile. Je prends l'exemple du sable où il y a 0 élément. Et au niveau de la microferme, donc j'ai pris des planches de 15 mètres carrés, c'est comme des pots de fleurs, où j'ai construit un substrat à partir donc d'amendements organiques et à partir donc de ce biochar, soit le Trilis, soit le Chrysalis. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est le terrain, il faut aller sur le terrain. Aussi l'expérience donc en Irak, c'était en 86. Je me rappelle, j'avais visité à Bassora une grande usine où ils fabriquaient du sucre. C'était du sucre à partir des déchets de dattes. Ce n'était même pas les dattes, c'est les dattes qu'on trouve, c'est les dattes communes, les variétés, c'est-à-dire les écarts de tri. Ils fabriquaient du sucre, du vinaigre, de l'éthanol. Il y a même du café à partir des noyaux. Et surtout donc l'éthanol qu'on importe et le sucre qu'on peut produire avec si on se lance dans la valorisation des sous-produits, c'est-à-dire des produits du palmier dattier et même des sous-produits du palmier dattier. Voilà, pourquoi c'est très long, c'est-à-dire c'est des thèmes qu'on peut après dissocier et faire des ateliers, je vais dire pratiques, des ateliers techniques où on pourra c'est-à-dire échanger sur... Merci, M. Bouchentouf, de votre intervention. Et nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant. Il reste une dernière question qui est adressée à M. Meklich. Qui est devenu le programme développé par la Banque mondiale avec le CDRS qui travaillait beaucoup avec votre université? C'est M. Meklich. Là, je ne le connais pas. Hein. Non, honnêtement, moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Qui est devenu le programme développé par la Banque mondiale? C'est une question de... Non, il a confondu. Non, il a confondu l'INRA et l'INA. L'INRA, effectivement, a bénéficié d'un programme de l'IFOA, c'est important. L'INA, c'est la formation, non pas. C'est la recherche. Là. Et encore, oui. Même pas la recherche, parce que CEDAR, ce n'est pas la recherche, c'est le développement, c'est la planification. D'accord. Amine, le seul programme qui a été débloqué par la Banque mondiale a été versé au compte de l'ITGC dans ses premières expériences de céréaliculture au niveau du Sud. Voilà, c'était dans les années 80. C'est le seul programme. Mais oui, ça, non, je ne connais pas. Oui. Bon, je pense qu'on est arrivé quand même à la fin. Là, s'il y a peut-être une dernière question, M. Baïs, peut-être concernant le mémorandum, le travail qu'on est en train de faire, les prochains peut-être webinaires qu'on va développer au niveau de la Fondation Fidaha. Il y a des questions très importantes qu'il faut peut-être lister. Et je pense que ce système de communication, d'abord entre nous déjà, et entre les gens qui souhaitent intervenir et qui souhaitent participer à ces rencontres, c'est vraiment très ouvert.
Qu'en pensez-vous, Idir, puisque c'est vous qui avez ouvert, vous allez nous donner une petite conclusion de ce webinaire. Activez votre micro. Voilà. Non, je crois que l'agriculture des régions sahariennes, hein, pour rester dans le sujet, est un sujet, j'allais dire, inépuisable. Après, je pense que la grosse difficulté, c'est qu'on est en train de se chercher depuis l'indépendance quel modèle de développement pour les régions sahariennes. Et on n'a pas trouvé. On est allé sur les grandes, les petites, les moyennes, les micros, les mini. Et je pense, mais pour trouver, il faut qu'il y ait, j'allais dire, un consensus. Il faut aussi qu'il y ait une discussion avec l'ensemble des parties prenantes, comme on dit. Monsieur Meklish l'a si bien évoqué, la recherche, par exemple, l'université, et pratiquement travaille en parallèle par rapport aux préoccupations du terrain, aux préoccupations des agriculteurs sur le terrain. Et quand ils sont consultés, c'est juste qu'est-ce que vous pensez d'eux. Donc là, il y a un gros travail, à mon avis, de discussion, de consensus, d'échange. Et puis, il faut aller aussi dans le détail. Comme on dit, le diable est dans le détail. Donc, il faut aller dans le détail avec les grands spécialistes. En fait, on a tous les ingrédients. Il suffirait juste de trouver quel est le forum de discussion pour qu'on puisse aller loin, parce que là, on est, c'est vrai, quelques experts, quelques chercheurs, etc. Mais il y a aussi la société civile, il y a aussi les associations, il y a aussi le genre qui est très important, hein, qu'on évoque quasiment jamais. Il y a les changements climatiques qui vont bouleverser complètement notre univers, hein, aussi bien dans le sud, mais aussi dans le nord. Moi, j'ai eu l'occasion de lire des études sur les changements climatiques au Maroc. Ça fait froid dans le dos, hein, et on est juste à côté. Hein. Donc, voilà un peu le... On va continuer à discuter, on va continuer à échanger, c'est sûr, mais on aimerait bien que ces échanges, puissent se formaliser dans un cadre périn aussi, un peu comme l'eau, il faut que ça se pérennise, et que aussi, à un certain moment, passer à l'action. Parce que sans action, à mon avis, c'est bien, c'est sympathique d'échanger, mais sur le terrain, si rien ne se passe, ça risque d'être compliqué. Hein. Peut-être juste une précision par rapport à ce que dit Hadj Hani tout à l'heure. Moi, ce que j'ai compris, c'est un détail, hein, mais c'est quand même important de le dire, sur l'Office de développement des zones sahariennes, cet office a été créé pour accompagner les investisseurs pour les grosses exploitations. Ça ne concerne pas les petites et moyennes exploitations, notamment sur lesquelles moi j'ai beaucoup insisté, parce que je pense que l'installation de jeunes agriculteurs, là je fais un peu le plaidoyer, et à mon avis, la pierre nodale pour développer notre agriculture, pour la moderniser, pour injecter de la technologie, parce que l'agronomie, c'est beaucoup de technologie, c'est beaucoup de sciences dans un milieu, bien sûr, sociologique, culturel, historique aussi, à prendre en charge. Si on fait cette greffe, à mon avis, on aura déjà fait un grand pas. Très bien, merci Idir. Bon, on est arrivé à la fin là. Je pense que oui. On va discuter encore. C'est pas la fin, c'est le début. C'est le Voilà, début, c'est la fin, mais c'est le début, on continue. Quand la pandémie est là, je pense que les webinaires seront importants pour nous. Et nous avions toujours des forums, effectivement, et des réunions dans notre fondation Filahat tous les samedis avec pas mal d'experts et des adhérents, enfin, des gens. Et là ben, bien sûr, nous inaugurons un système qui pourrait être... Alors, maintenant, il faudrait choisir des thématiques sur lesquelles on peut effectivement avancer pour le bien de notre agriculture en général, parce que
il n'y a pas que l'agriculture saharienne, elle est importante bien sûr, mais toute l'agriculture et l'agro-industrie, parce qu'il y a un grand volet de l'agriculture en amont. Les industriels veulent des investissements, veulent utiliser les matières premières locales, et ça, c'est aussi notre objectif vraiment important pour développer cette agriculture performante pour l'agro-industrie. Donc, je vous remercie tous, les intervenants, les panélistes, et surtout tous les auditeurs qui ont été très actifs avec leurs questions. Mais bon, on ne pouvait pas tout traiter. Pas répondre. Il y a quand même un enregistrement qui est fait, et les gens qui n'ont pas pu nous joindre sur la plateforme de Facebook vont recevoir automatiquement l'enregistrement de ce webinaire, et tous les participants. Amin. Oui, Amin. Je termine. Je termine. Amin. Monsieur Hadjani intervient toujours à la fin. Non, c'était pour annoncer le prochain webinaire et le sujet sur lequel il doit porter. Ça, c'était en quelque sorte. Hein? Et c'est pour une anecdote pour M. Meklish qui avait soulevé les opportunités qui étaient offertes aux universités et qui ne sont pas saisies justement de ces opportunités. Il y a quelques années de cela, l'université de Belapay, c'est dans le département d'agronomie, qui détient plus de 70 hectares. Nous leur avons, avec une ferme, bien entendu, une ferme d'élevage. Nous leur avons proposé, Filaha leur avait proposé, en quelque sorte, un projet de céréaliculture et en même temps d'élevage et de fourrage. Les discussions ont été entamées pendant 3 ans sur 2 recteurs successifs, de 2016, 2017, 2018 et 2019, pour aboutir à une chose qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Et deuxièmement, disposons justement d'un potentiel agricole et en même temps, je dis bien, d'un ensemble d'outils qui datent du siècle dernier, que nous devions présenter en quelque sorte comme outils anciens. Ces gens-là, que ce soit le département d'agronomie ou bien l'université tout entière, malgré la bonne volonté du recteur, n'ont pas pu démarrer ce projet. Allez, pour anecdote. En ce qui concerne le prochain webinaire, on aurait souhaité qu'on entame évidemment cette agriculture de montagne pour déborder un petit peu sur l'élevage pastoral. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, merci pour ce programme. Et de toute façon, c'est des thèmes qu'on est en train d'étudier avec un petit mot de M. Talem qui voudrait lancer un appel avant de partir. Je peux dire un mot, M. Bensman? Oui. Hein? Vous voulez dire quelque chose? C'est l'occasion, nous avons plusieurs participants qui viennent de l'étranger, qui nous écoutent. Je voudrais lancer un appel en disant que par l'intermédiaire de la Fondation Filaha, on pourrait développer un certain nombre beaucoup de partenariats entre des Algériens et des étrangers. Et là, la Fondation Filaha peut jouer un rôle d'interface. Merci. Écoutez, je dois vous quitter. Je m'excuse de vous... J'avais pris des engagements. J'ai l'anniversaire de ma petite fille, et donc désolé de vous quitter. Merci pour tout. Je salue tous nos amis et tous ceux qui m'ont écrit. Et au plaisir de recollaborer avec vous, M. Bensman. À bientôt. On attend de pied ferme, bien sûr, toutes les éditions qu'on a. Inch'Allah, Inch'Allah. Et puis bon, même la discussion sur l'agriculture saharienne est mise à votre disposition, si vous voulez, en contactant la Fondation Filaha. Moi, je pense qu'il faut aller vers cette tradition, justement, de webinaire.
pour aussi les résumer, inciter à des contributions et laisser des traces écrites. Laissons des traces écrites, laissons des ouvrages. Voilà, je pense que c'est possible. Nous l'avons fait. On peut encore sortir une deuxième édition. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à très bientôt à tous. Au revoir, monsieur Zitouni, monsieur Ben Salah, professeur Miklich, Baïs, Bouchantouf et Kamal Ben Salah. Au revoir. Et monsieur Hadjani aussi. Merci, au revoir. À bientôt. Merci. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Salam alaikum.